quelques minutes à se lancer, du coup je vous dirai quand il démarre. Et vous pourrez repartager le lien aussi avec vos assos si vous voulez. Moi aussi, mon Facebook Live, il est plutôt prêt. Donc voilà, bah, je vous attends du coup. Quand vous allez lancer comme ça, on peut lancer en même temps, on attend 18h ou c'est comme vous voulez. Ouais, alors je l'installe. Je te dis. Ok. Ok. On va commencer dans quelques minutes. Ok, alors normalement le live est lancé. Je vais regarder si tout marche bien. Ouais, tout est bon.
Ok, parfait. Ok. Bah, On peut commencer si vous voulez. moi, je propose plutôt d'attendre 2 ou 3 minutes, comme ça les gens se connectent. Je Effectivement. lance le live et on peut commencer. Allez, on va commencer tout ça. On va avoir quelques spectateurs. Très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette conférence organisée par le Board of Students du Techno-France et les associations Alliance Panthéon-Sorbonne et les économistes de la Sorbonne. Alors, lancé en juin 2020, le Board of Students du Techno-France constitue le premier board interécole d'excellence en faveur de la promotion des liens entre les deux écosystèmes d'innovation, français et israélien, ainsi que l'innovation responsable. Ce board interécole d'excellence est un réseau d'étudiants issus des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et de certaines universités françaises. L'objectif est donc de sensibiliser les leaders de demain aux avancées scientifiques, technologiques et entrepreneuriales. Nous organisons notamment des conférences sur des thématiques diverses en lien avec l'innovation responsable et les écoles représentées, ainsi que des voyages en Israël. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Yannick Waknin, ce soir, excusez-moi. Merci à tous d'être présents et je laisserai donc la parole à Oussama, président des économistes de la Sorbonne. Merci Paul. Bonsoir Yannick Waklin et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir mes chers collègues, bonsoir à toutes et tous qui nous regardent en direct sur nos 3 plateformes respectives. Donc voilà, puisque nous co-organisons tout ça avec les 3 associations. Et bien sûr, bah, pour vous, chers spectateurs, je commencerai donc naturellement par présenter les co-organisateurs de cette conférence. Donc il y a d'abord le Technion France, représenté ce soir par Paul Goudot, qui est Project Manager, et puis Yannick Waknin. C'est l'association représentative du Technion Israel Institute of Technology en France, en Suisse romande, en Belgique et au Luxembourg.
Donc voilà, il a pour mission de promouvoir le Technion auprès de l'écosystème français, hein, c'est-à-dire dans les milieux scientifiques, académiques, industriels et économiques, institutionnels, publics, etc., bien sûr, et de faire connaître les réalisations et les projets du Technion dans les domaines de la recherche scientifique et technologique et de l'innovation. Ensuite, il y a Alliance Panthéon-Sorbonne, hein, donc présenté ce soir représenté par son vice-président Nathanaël, qui est également mon collègue au master de finance, Nathanaël, et puis par Raphaël Azran, étudiant en master d'ingénierie financière, mais qui a eu l'opportunité de faire une césure au sein de la direction des sales de la Société Générale. Donc voilà, Alliance Panthéon-Sorbonne, qui est une association militant pour le bien-être étudiant en soumettant des idées à notre université qui améliorent les conditions d'études. Et c'est une association qui s'engage tout aussi fortement pour la lutte, bien sûr, contre le racisme et l'antisémitisme en fournissant une aide juridique à toute personne qui en aurait besoin. Enfin, les économistes de la Sorbonne, donc, que je présente avec Gaïa, notre responsable Green and Ethical Finance, et Lucas, qui est notre responsable du pôle finance, qui est une association qui simplement défend l'intérêt de tous les étudiants de l'école d'économie de la Sorbonne et qui promeut, débat et vulgarise, bien sûr, les sciences économiques et financières. Donc, merci encore à tous d'être présents et je laisserai la parole à Gaïa pour introduire le sujet. Merci Soma. Et l'un des plus grands défis de ce siècle est d'atténuer les effets dévastateurs du changement climatique. L'expérience de la pandémie a accéléré de nombreuses tendances sur les marchés, y compris celle de la durabilité environnementale. Et d'une certaine manière, l'effort collectif mis en place pour vaincre un ennemi mondial, en l'occurrence le virus, devra être reproduit d'une manière ou d'une autre pour empêcher les températures d'augmenter et pour limiter les émissions de CO2. En fait, comment il a été possible de développer des vaccins en un temps record avec l'alliance des meilleurs esprits et des meilleures têtes de la planète? Il faudra faire de même pour que notre planète reste vivable. Le monde de la finance a saisi l'ampleur de la question qui influence entre les autres l'orientation des investissements dans les années à venir. En effet, une croissance soutenue est en cours pour tous les produits ESG, c'est-à-dire pour ceux qui intègrent dans leurs critères d'investissement des paramètres éthiques concernant les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Je laisse du coup la parole à mon collègue Paul, qui va vous expliquer ceci, et présenter Monsieur Ukeni. Alors Yannick, du coup, a une compréhension approfondie des besoins des investisseurs dans le domaine de la recherche sur le développement durable. Ayant travaillé plus de 15 ans dans ce domaine, il conseille la communauté financière au sens large, propriétaires d'actifs, gestionnaires d'actifs, fonds spéculatifs, entreprises et universitaires, sur l'intégration des critères de durabilité dans l'analyse ou les rapports financiers et intervient régulièrement lors d'événements internationaux. Ayant travaillé à la Société Générale CIB, Yannick a été chef de produit analyste RFP à Paribas Asset Management et analyste ESG senior à BNP Paribas Investment Partners en France. Yannick Waknin dirige maintenant l'équipe de recherche développement durable de la Société Générale Global Markets et rejoint la SGCIB en mars 2007. Il est titulaire d'un bachelor en business administration et d'un MBA de l'École supérieure de gestion de Paris, ainsi qu'un certificat de formation des cadres en corporate finance de l'INSEAD. Je pense que c'est à moi. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour parler un petit peu de mon activité lors de cette conférence sur la thématique de la finance verte, de l'ISR et plus simplement pour vous faire peut-être un retour d'expérience sur mes fonctions d'aujourd'hui. Merci à tous les organisateurs et tous les coordinateurs de cet événement par avance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être essayer de définir le cadre de la discussion pour ce soir, en commençant d'une part par expliquer qu'est-ce que l'ESG, de quoi on parle. C'est peut-être, on va dire, la première barrière quand on parle d'investissement responsable, c'est de se mettre d'accord sur la définition, alors qu'il n'existe pas
on va dire, de manière internationale. Tout le monde s'accorde sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Mais si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, on voit qu'il y a un certain nombre de biais culturels qui existent et qui font que la lecture, la lisibilité et l'intégration est peut-être un petit peu plus complexe que pour d'autres thématiques. Donc, effectivement, comme l'a rappelé Gaïa, l'ESG ou l'investissement responsable, c'est la prise en compte de facteurs supplémentaires à l'analyse financière traditionnelle pour avoir une vision, on va dire, à 360 sur les risques et les opportunités liées à des enjeux qui, historiquement, n'étaient peut-être pas pris en compte de manière systématique ou peut-être pas de manière assez visible d'un point de vue valorisation financière de la part de la communauté des investisseurs. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement un sujet, on va dire, du moment, mais ce n'est pas un nouveau sujet dans l'absolu. Les premières traces de l'investissement socialement responsable remontent dès le XVIIe siècle aux États-Unis avec les Quakers. C'était plus simplement des fonds qui étaient plus éthiques, des fonds d'exclusion, et pas forcément la manière dont on conçoit et dont on parle au quotidien de l'investissement socialement responsable, mais quelque part, ça fait partie de la grande famille des stratégies d'investissement qui sont considérées comme investissements responsables et qui incluent l'exclusion, qui inclut le best in class, qui inclut l'impact investing, qui inclut l'intégration et bien d'autres encore. Donc, pourquoi est-ce que c'est un sujet d'actualité? Pour plusieurs raisons. Moi-même, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur ces problématiques. Un petit peu par hasard, pour être totalement transparent avec vous. Ça a commencé à prendre de l'importance au début des années 2000, du moins dans la forme actuelle, pour plusieurs raisons. D'une part, la volonté de certains investisseurs d'aligner leurs valeurs avec leurs investissements. Petit 2, il y avait aussi la volonté de prendre en compte, parce qu'on a connu un certain nombre de controverses sur les années précédentes, et donc les gens se sont posé la question, mais à quel moment est-ce qu'on intègre ces paramètres ou est-ce qu'on contrôle ces paramètres dans le cadre d'un investissement? Il y a la réglementation aussi qui, depuis à peu près une quinzaine d'années, a commencé à sortir tout un tas de textes visant à beaucoup plus de transparence et de communication de la part des émetteurs, mais certaines obligations de la part des investisseurs. Alors, ça a commencé avec l'exercice des droits de vote en Assemblée générale et ça se poursuit plus récemment avec tout ce qui est reporting intégré en France, mais on pourra revenir sur ces points. Et sans doute le fait le plus marquant, le catalyseur, comme on dit, pour l'intégration de tous ces paramètres, ça a été l'établissement d'une corrélation entre la prise en compte de ces paramètres et la création de valeur ou la réduction des risques. Et donc, clairement, à mon niveau, travaillant en salle des marchés, ce qui a vraiment déclenché l'intérêt, non pas des précurseurs, mais on va dire des investisseurs mainstream, ça a vraiment été cette capacité à corréler les impacts ou l'impact de la prise en compte de ces différents critères dans le cadre d'une valorisation financière. Et ce qu'on peut dire, c'est que les investisseurs aujourd'hui sont des personnes pragmatiques. À partir du moment où une corrélation est établie, ils vont poser des questions, ils vont regarder les critères, ils vont intégrer les critères et ils vont pousser pour avoir un petit peu plus de transparence de la part des émetteurs, pour savoir quels sont les bons critères. Ils vont investiguer, et donc c'est notre rôle en tant que bureau de recherche indépendant, de travailler avec les émetteurs, de travailler avec les investisseurs et de mettre en avant les thématiques, voire les thématiques de demain. On a l'habitude de dire qu'on joue le rôle un petit peu d'incubateur sur toutes les problématiques ESG. Pour vous donner un exemple, on a écrit sur le carbone dans l'industrie automobile il y a à peu près 15 ans. Et pour être totalement honnête avec vous, il y a beaucoup d'investisseurs qui, à l'époque, nous riaient au nez, nous disant « mais ça ne se passera jamais, il n'y aura jamais d'intérêt de la part des investisseurs, il n'y a pas de prix du CO2, ça va rendre l'industrie non compétitive, et j'en passe ». Aujourd'hui, il n'y a pas un seul analyste financier qui ne considère pas les critères d'émissions de CO2, voire la mobilité de demain, dans le cadre de son cas d'investissement. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a tout un tas de sujets latents qui sont spécifiques sectoriels, même si certains sont transverses, comme la gouvernance d'entreprise, qu'il faut comprendre, premièrement, qu'il faut intégrer, mais de quelle manière, à quelle hauteur, est-ce qu'on est en capacité de le quantifier aujourd'hui? Donc, il y a tout un tas d'initiatives, y compris à la Société Générale, pour y arriver.
pour essayer de manière très objective de parler de l'impact justement de la prise en compte de ces éléments dans l'évaluation d'une entreprise. Et on voit que beaucoup d'entreprises jouent le jeu, se rendent compte aussi que ce n'est pas uniquement une source potentielle de risque, mais aussi une source d'opportunité. Si vous regardez les rapports annuels ou les business plans d'un certain nombre de sociétés du CAC 40, mais pas que, vous verrez que tout le monde met en avant la dimension de durabilité, de responsabilité sociale et environnementale. Et pour être très honnête avec vous, pas uniquement à des fins marketing, mais surtout à des fins de réalité financière. Aujourd'hui, on arrive à déterminer cette corrélation entre ces différents facteurs, on arrive à le mettre en avant dans le cadre d'études, et à partir de ce moment-là, ben, quelque part, tout le monde en demande et en redemande. Et je serais même tenté de dire qu'aujourd'hui, la question n'est plus vraiment pourquoi est-ce que je dois faire de l'ESG ou de l'ISR, mais c'est plutôt comment. Quelle est la meilleure manière, quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure source d'information, comment pondérer les critères mainstream financiers un petit peu traditionnels avec ces nouveaux critères ESG, donnez-nous les clés de lecture. Et donc, j'en reviens à mon premier point, la définition, l'explication, c'est quelque part la première barrière pour avoir beaucoup plus d'intégration. Là encore, je vais illustrer avec un exemple. Si vous allez aux États-Unis, vous posez la question à un émetteur ou un investisseur américain, quels sont pour vous les critères sociaux les plus importants? Vous faisiez référence à la pandémie tout à l'heure. Les gens vont vous parler de minorité et de diversité. Pour information, si je collecte ces informations en France aujourd'hui, je vais en prison. Je n'ai pas le droit d'avoir des fichiers statistiques par entreprise avec ce type de granularité sociale. Donc, il y a des biais culturels qui sont relativement forts. Il y a aussi énormément d'initiatives qui existent sur le plan européen ou sur le plan mondial pour essayer de normer, tout comme on va dire, l'analyse financière, plus ou moins l'analyse ESG ou extra-financière, et trouver les meilleures techniques d'intégration, de valorisation. Et aujourd'hui, c'est clairement un signal fort. D'ailleurs, toute la recherche Société Générale a décidé il y a quelques années de twister un petit peu son approche en intégrant et en quantifiant de manière systématique cette dimension ESG, avec des échos très positifs, tant de la part des investisseurs que de la part des émetteurs. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la finance verte. La finance verte, c'est très large. Donc, excusez-moi, je vais réduire un petit peu le périmètre dans le cadre de cette intervention et je vais me concentrer peut-être un petit peu plus sur les activités de recherche. Alors, pourquoi l'activité de recherche? Parce que si je prends la chaîne de valeur, ça commence par là. Si on n'arrive pas à identifier, à quantifier, à intégrer, on a du mal à créer des produits potentiellement, on a du mal à faire avancer la finance verte parce qu'on verra qu'il n'y a pas d'écho de la part des investisseurs. Donc, aussi bien du côté émetteur que investisseur, il y a une tendance de fond qui a été de mettre en place des équipes dédiées pour travailler sur ces problématiques, être le plus transparent possible. Alors, s'adresser à la communauté des investisseurs, mais pas que. On parle beaucoup de stakeholders qui va bien au-delà, c'est la société civile, c'est les académiques, c'est les différentes parties prenantes, les salariés, les sous-traitants, les employés, bien sûr. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui doivent être adressés. Et ce qui nous est demandé en tant qu'investisseurs, quelque part, c'est de faire le tri entre tous les sujets un petit peu sociétaux auxquels sont confrontées l'entreprise et auxquels on attend d'elle une réponse, et de voir voilà, qu'est-ce qui est fait de la part de l'entreprise, mais qu'est-ce qui peut être considéré comme ayant un impact financier. Et on voit qu'il y a un certain nombre de décalages entre les deux. Là encore, je vais vous donner un exemple. Quand une société aujourd'hui nous parle de philanthropie, alors c'est très bien la philanthropie, mais ce n'est pas là-dessus que va l'attendre l'investisseur. L'investisseur va estimer que la philanthropie, c'est ce que fait la société si elle a du temps et de l'argent le soir et le week-end, mais ça ne fait pas partie quelque part de son core business. Et donc, ce qui va intéresser les investisseurs, c'est au sein de ces activités du quotidien, quels sont les impacts, les risques ou les opportunités liés à la prise en compte de ces différents critères. Et on voit que ça prend de l'importance ces derniers mois et ces dernières années, notamment dans les cadres de formation. Si vous regardez aujourd'hui la SFAF, donc Société française des analystes financiers, ils ont créé un diplôme supplémentaire qui s'appelle le CESGA et qui va donner cette qualification, cet éclairage
sur ces dimensions pour s'assurer que les analystes financiers et les gérants de demain intègrent et comprennent ces différents critères. La même chose existe à son équivalent anglo-saxon qui est le CFA, avec un niveau 4 qui a été créé il y a 2 ans. Et donc, on est là encore dans cette démarche d'explication. Et je pense qu'à partir du moment où tout le monde aura compris les tenants, les aboutissants, ça rentrera dans un cadre qu'on appelle, nous, mainstream, où plus simplement, c'est en train, et nous, c'est comme ça qu'on le pense, de faire partie des obligations fiduciaires de chacun des investisseurs. On a demandé de la transparence, on a réclamé de la transparence au marché, elle nous la donne aujourd'hui, donc à nous de l'intégrer pour faire une évaluation à 360 de tous les risques et de toutes les opportunités des différentes entreprises. Et si je me permettais même d'aller un cran un petit peu plus loin, je vous dirais que demain, les critères ESG deviendront de la quasi-compliance d'un point de vue analyse financière et d'un point de vue intégration. Alors, pour nous aider, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une pression de la part des investisseurs, il y a une pression de la part des fonds de pension, il y a une corrélation avec la performance qui a pu être démontrée, mais il y a aussi le régulateur qui a imposé un certain nombre de normes, un certain nombre de codes, une meilleure transparence par rapport à tous ces différents attributs, pas uniquement en France ou en Europe, mais un petit peu partout dans le monde, chacun à sa vitesse, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a accès à une masse d'informations supplémentaires et le challenge aujourd'hui n'est pas que de la comprendre, mais c'est d'en intégrer les bonnes parties et de la valoriser de la meilleure manière possible. Et c'est là toute la complexité de l'exercice, je serais tenté de vous dire, parce que la compréhension n'est pas équivalente, parce qu'un même sujet n'aura pas le même impact dans un secteur, dans une société avec une capitalisation boursière différente, en fonction de la structure de l'actionnariat, etc., etc. Donc, il y a quasiment autant de possibilités qu'il existe de sociétés sur les marchés. Et donc, le challenge est donc devant nous. En tant que société de gestion, enfin en tant que société de bourse, en tant qu'analyste financier, de faire les bonnes recommandations aux sociétés de gestion pour qu'il y ait la meilleure compréhension possible et que ça aboutisse justement à la performance financière. Alors, on a vu ces derniers mois et ces dernières années une sorte d'escalade, je serais tenté de vous dire, une sorte de course pour être le plus green possible, alors de la part de certains émetteurs, mais de la part de certains investisseurs aussi. C'est selon nous, on va dire, un passage obligé. Cependant, la réalité boursière et la réalité financière sera le juge de paix en bout de course. C'est-à-dire que tous les gens qui déclarent faire de l'ESG ont pour obligation d'être assez transparents par rapport à leur processus de gestion et ça fonctionnera chez un et peut-être moins bien que chez d'autres. Et donc, il y aura une sorte de sélection naturelle de la manière d'intégrer ces critères et de l'impact de ces critères à moyen long terme. Et donc, c'est comme ça que le marché est en train de se structurer. Alors, je vais vous parler un petit peu de la Société Générale aussi. Alors, ça a été un sujet depuis 2006, depuis la création de l'équipe, donc ça fait déjà quelques années, avec une forte conviction de la part du management et pas uniquement la demande de certains investisseurs nous disant mais est-ce que vous pouvez me parler de la gouvernance d'entreprise, de ce qui se passe en assemblée générale, est-ce qu'il n'y a pas des sujets, voilà, le changement climatique, ce genre de choses. Et donc on a commencé à investiguer. Alors je vous dis pas que ça a été simple, on n'a pas toujours eu tout le soutien qu'on aurait voulu parce que c'était des nouveaux sujets qui n'étaient pas compris par tous, mais on a fait notre travail, on a avancé, on a essayé d'être le plus transparent possible d'un point de vue méthodologique, voilà, sans crier haut et fort qu'on savait tout mieux que tout le monde, mais en essayant d'être très clair sur les tenants et les aboutissants. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été salué par le marché, tout simplement parce que cette volonté d'avancer, de partager le savoir et de dire pourquoi est-ce qu'on fait les choses et quelles sont les limites de l'intégration de ces différents critères nous a donné un certain respect de la part de la communauté des investisseurs qui nous font confiance et continuent à nous faire confiance justement pour intégrer ces différentes dimensions. Et donc, on a eu des travaux avec différentes étapes. Une première étape qui était plus de l'investigation,
Il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait très peu d'informations ESG qui étaient communiquées par les entreprises. On n'est pas au niveau de maturité qu'on a aujourd'hui et sans doute pas à celui qu'on aura dans les 5 ou 10 ans à venir. Cependant, on avait déjà quelques éléments. On a commencé à créer des solutions d'investissement sur la base de nos recherches. Et on a été très vite en capacité de démontrer l'impact d'un point de vue performance financière. Ça a aiguisé l'intérêt d'un certain nombre de nos clients. On a continué à investiguer, bien évidemment travailler avec nos collègues analystes financiers pour aboutir aujourd'hui à une démarche d'intégration, on va dire, pleine et entière dans les recommandations de chacun de nos analystes. Donc, on a mis en place des méthodologies, on a drafté des hypothèses et on est en capacité de dire, pour une société X, la dimension ESG impacte positivement ou négativement de Y% la recommandation financière, voire de formuler certains scénarios, si la société changeait sa structure de gouvernance ou autre, voilà quelle serait la nouvelle valorisation de l'entreprise. Et ça, c'est des sujets qui intéressent beaucoup les émetteurs aussi, qui n'ont peut-être pas toujours les moyens qu'ils voudraient et le recul nécessaire pour comprendre et intégrer justement tous ces différents critères. Et c'est sur ces thèmes qu'on travaille au quotidien. Alors ça, c'était ma longue introduction, je serais tenté de vous dire. Vous avez sans doute un certain nombre de questions sur les sujets qu'on a abordés ou sur des sujets qu'on n'a pas encore abordés, et je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Nathanaël Simon, je suis le vice-président de Alliance Panthéon-Sorbonne et un collègue de Oussama en master de finance avec lui, à l'école d'économie de la Sorbonne. Moi, j'avais une question à vous poser. On a vu il n'y a pas longtemps que BNP Paribas a annoncé ça dans les Échos, au journal Les Échos il y a peu, qu'ils allaient, comme vous dire, rejoindre un peu la course, mais j'ai trouvé ça un peu plus criant que le reste de leurs concurrents, de manière un peu plus, pas violente, mais voilà, criante, à rejoindre la course donc, du green, comme vous dites, et donc en durcissant les conditions de prêt pour les entreprises qui font de l'agriculture en Amazonie et qui donc qui élèvent leurs bêtes sur des terrains qui ont été défrichés après 2008 en Amazonie. Donc, moi, ma question, c'est une question vraiment très simple, donc, assez simpliste. Est-ce que la Société Générale donc, va se lancer dans de telles mesures ou pas? Alors, je ne suis pas porte-parole de la Société Générale, mais je peux vous donner quelques éléments de réponse. La première, c'est que oui, et je serais tenté de vous dire que c'est même déjà fait, on a ce qu'on appelle les politiques sectorielles qui sont disponibles sur le site de la Société Générale et qui reprennent les différents engagements, à savoir l'exclusion de financement de certains secteurs, des trajectoires sur le charbon, par exemple, sur les armes à sous-munitions, sur le tabac, etc. Et c'est des choses qui évoluent au fil de l'eau. Si juste on recule d'un petit pas et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que les banques font de telles annonces et en quoi ça devient quelque chose de critique, on va dire, pour les institutions financières dans leur majorité d'aller vers la course au green, effectivement. Si on regarde, les institutions financières, c'est quasiment du parapublic. C'est-à-dire que c'est au cœur de nos économies aujourd'hui. C'est challengé. Alors, c'est challengé par les régulateurs, c'est challengé par de nouveaux acteurs, et ça a une dimension historique aussi qu'il va falloir gérer. Ça a pour vocation de soutenir l'économie. Et ces banques dont on parle sont aussi des investissements potentiels. Et donc, dans cette course au green, mais plus généralement, si un investisseur demain a envie de choisir une institution financière dans laquelle elle va investir, elle va lui demander des comptes en amont, en disant, mais voilà, comment est-ce que vous vous occupez voilà, de vos salariés, comment est-ce que vous gérez votre business et comment est-ce que vous prenez en compte la dimension changement climatique dans vos investissements. Et donc, on va différencier entre une banque de d'État, entre une banque universelle, entre une banque de financement. Mais effectivement, dans les activités de financement, aujourd'hui, ça devient quasiment un prérequis sur toutes les banques qui ont pignon sur rue, d'avoir cette démarche. Et on a une démarche voilà, sans faire d'autopromo, plutôt convaincante au niveau de la Société Générale, avec des personnes qui travaillent depuis des années sur ces sujets, pour montrer quelque part patte blanche aux investisseurs potentiels en disant, bah voilà, ce en quoi on croit, comment est-ce qu'on va l'appliquer, comment est-ce que ça va se traduire à travers nos investissements. Alors,
Est-ce qu'on a besoin d'être aussi précis que cibler un territoire, un truc? Je serais tenté de vous dire pas forcément. Je pense qu'il y a des questions de principe, il y a une exemplarité et quelque part, il y aura ce qu'on appelle un reality check, à savoir que si demain, une institution financière allait financer le mauvais projet au mauvais endroit sans avoir fait sa due diligence en prenant en compte ces différents critères, il y aura quelque part un retour de bâton qui ne sera pas uniquement financier, mais qui sera notamment réputationnel. Et il faut voir qu'aujourd'hui, comme dans le secteur du luxe, dans le secteur bancaire, la réputation est un critère fondamental, clairement. Et parce qu'aucun investisseur n'a envie de se lier d'une manière ou d'une autre avec une société, qu'elle soit bancaire ou autre, qui aurait un passif plutôt négatif sur cette dimension green, qui, on le sait, a pris de l'importance et devient un critère fondamental pour beaucoup d'investisseurs. Merci beaucoup. Et donc, c'est le marché Merci. qui décidera. Alors, je pose une autre question. Du coup, on a parlé de recherche, vous avez parlé de recherche, vous avez parlé du coup de données. Je vous demande du coup quelques données, si dans le cas vous l'avez, pour la performance des ESG. Du coup, en particulier, en moyenne, sur une période d'un an, quelle est la différence de performance qu'on peut s'attendre entre un investissement ESG et un investissement traditionnel? C'est-à-dire, combien s'élève la prime ESG? Alors, c'est une très bonne question et c'est sans doute la première question qui m'a été posée quand j'ai rejoint la Société Générale en nous disant, mais vous nous demandez d'investir avec des équipes de recherche sur des nouveaux sujets, mais quelque part, quel va être le bénéfice? Et donc, c'était très compliqué à l'époque de backtester la prise en compte des critères ESG, tout simplement parce qu'ils étaient pas communiqués de manière systématique. On n'avait pas une base de données solide pour aboutir à ce type de conclusion d'un point de vue impact financier. Donc, dès la création de l'équipe, on a commencé à faire tourner des produits, alors qui reflètent un petit peu nos convictions, à savoir la matérialité financière des critères ESG et l'intégration dans les recommandations financières. C'est vraiment les deux drivers au niveau de notre recherche. Et pour avoir discuté avec nos spécialistes, nos analystes quantitatifs, ils nous ont dit qu'il faut un track record d'au moins 5 années pour commencer à avoir un début de conclusion. En disant sur un an, il peut avoir des phases de marché sectorielles ou autres qui impactent et qui pourraient nous amener à des mauvaises conclusions. À partir du moment où vous arrivez à établir plus de 5 ans de vrai track record par rapport à votre approche, on pourra partager, je n'ai pas envie de dire graver dans le marbre les conclusions, mais on aura quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, il nous a fallu du temps pour trouver la bonne méthodologie. Il nous a fallu du temps pour avoir le bon track record. Mais on a aujourd'hui certains produits qui ont plus de 15 ans d'historique, d'autres qui ont 7-8 ans d'historique et qui surperforment, pour vous parler d'un exemple. Donc, notre méthodologie de notation ESG par rapport à un univers européen, le Stoxx 600, on surperforme sur les 10 dernières années d'un peu plus de 30% l'indice, en étant neutre sectoriellement. Donc, Ok. ce qu'on est en train de dire, c'est que si on sait de quoi on parle et on sait comment l'intégrer, on peut aboutir à des résultats qui sont significatifs. Alors, on se serait posé la question si on avait surperformé l'indice de 1 ou 2% sur la période, où là, on serait plus dans la marge de manœuvre qu'autre chose. Mais une surperformance à 2 chiffres et qui commence par un 3 nous fait dire qu'il y a quand même de la valeur à travers ces informations. Donc, on continue à affiner les signaux, mais clairement, on est en capacité de démontrer avec notre propre recherche et nos propres données que la bonne compréhension et la bonne intégration des facteurs génèrent de l'alpha. Je vois. Merci, très clair. Et une autre question, en fait, toujours par rapport au ESG, parce que on peut noter que souvent les coûts de gestion, par exemple, sont plus élevés par rapport aux produits ESG dans la gestion d'actifs. Pourquoi? Alors, moi, je ne fais pas de la gestion. J'en ai fait par le passé. J'étais côté buy-side en asset management. Maintenant, je suis côté sell-side. Cependant, si on veut faire de l'analyse ESG, il va falloir, vous en faisiez référence avant, faire l'acquisition de bases de données, avoir des gens un petit peu experts en interne pour travailler sur tous ces sujets. Et donc, toute cette mise en place, en plus de l'analyse. Hop, si je perds mes écouteurs,
ça ne va pas être facile. En plus de l'analyse financière traditionnelle, il va falloir investir pour faire l'acquisition de data scientists, de quant, de bases de données externes, de confronter un petit peu les signaux, d'aller à la rencontre des émetteurs pour se faire aussi sa propre opinion et pas se baser uniquement sur des signaux externes. Et donc, ça peut expliquer une augmentation des coûts. Alors, je ne serais pas capable de la quantifier à mon niveau. J'entends un petit peu comme vous qu'elle est un petit peu plus importante, mais on peut trouver à minima des débuts d'explication sur les coûts plus élevés. Maintenant, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que l'investissement socialement responsable, c'est, comme disent nos amis anglo-saxons, doing good and doing well. Ça veut dire on va le faire de manière responsable vis-à-vis de la société civile, mais on est aussi censé générer de la performance. Et donc, est-ce que les coûts de surperformance générés vont offsetter les coûts supplémentaires nécessaires à la qualification de ce signal? Peut-être, on l'espère, mais il y a quelques facteurs explicatifs à minima. Merci. Alors, on a une question d'un spectateur, donc de Jacques Moitié, qui vous salue et qui demande quelle est l'importance accordée aujourd'hui aux indicateurs ESG dans les stratégies quantitatives des banques, par exemple sur la prédiction de la volatilité à court, moyen terme des produits dérivés. Alors, on travaille avec toutes les équipes quantitatives, on travaille avec toutes les équipes produits, on travaille sur voilà, toutes ces corrélations ou tous ces signaux avancés. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'analyses quantitatives qui n'appellent pas l'ISR ou l'ESG et qui appellent ça des indicateurs avancés de performance. En disant, on n'est pas là pour discuter est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faudrait autre chose. Vous nous donnez des bases statistiques d'informations sur tout un tas de critères et on va essayer de déterminer les corrélations et d'intégrer ces corrélations. Alors, ce qu'on peut dire et ce qui a été démontré aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement un biais qualité lié à la prise en compte de la dimension ESG. Et donc ça, les analyses quantitatives sont à peu près unanimes là-dessus. Certains disent d'ailleurs que l'ESG n'existe pas en tant que tel et que c'est plutôt une combinaison de facteurs déjà préexistants. Ce qui est une possibilité. Je ne suis pas expert en la matière pour le dire. Cependant, ça fait partie des choses qui sont regardées. Les controverses aussi sont regardées d'un point de vue indicateur avancé de performance des entreprises, parce que c'est vraiment un indicateur de réalité, à savoir si tout a été bien fait, on n'est pas exposé à des controverses. Si on a eu des mauvaises pratiques par le passé et qu'on n'a rien changé, ça nous tombe dessus et potentiellement ça peut revenir. Donc, ces indicateurs qui étaient regardés par certains par le passé, mais clairement pas de manière systématique, commencent à rentrer dans les modèles d'analyse et de prédiction financière. Mais là encore, chacun avec sa perception et sa compréhension et la pondération des sujets. Merci beaucoup. Bonsoir Yannick. J'avais une question par rapport pour rebondir à ce qu'a dit Gaïa. On a vu au premier semestre avec le professeur de Boissieu comme quoi des études économétriques ont montré que à long terme, le trading ESG était aussi rentable qu'un trading classique, mais qu'à court terme, il n'était pas aussi rentable et que c'est le trading classique qui est préférable en termes de rentabilité. Donc, du coup, avec le contexte actuel, est-ce que vous pensez que tout ce qui est trading ESG, gestion d'actifs ESG, investissement responsable, va être délaissé par la gestion d'actifs classiques ou est-ce que justement les banques vont quand même s'accrocher à cet investissement responsable et vont continuer leurs évolutions concernant tous ces investissements-là? Donc voilà, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux directives que vous donnez aux traders et aux structureurs de la salle. Est-ce qu'il y a des directives concernant les normes ESG? Est-ce qu'il y a des obligations à suivre ou pas du tout? Alors, pour répondre à la première question, c'est un point très important, ce qu'on appelle, nous, la temporalité.
C'est-à-dire que si on parle de ESG, il peut avoir des effets court terme, des effets moyen terme et des effets long terme. Historiquement, l'analyse de ESG avait une vision un petit peu binaire des choses, on aime ou on n'aime pas. Et donc, si on n'aime pas aujourd'hui jusqu'à l'infini. Si on aime, c'est plutôt l'inverse. Et donc, ça a sans doute un impact côté valorisation de certains secteurs aujourd'hui. On voit qu'il y a une appétit sur tout ce qui est utilities, tout ce qui est énergie renouvelable. On voit qu'il y a un petit peu moins d'intérêt sur tout ce qui est pétrole. Ça se traduit aujourd'hui dans les valorisations et ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions. La première, on peut être d'accord sur le principe. Après, il y a un temps d'exécution et de mise en place. Si je prends l'exemple du pétrole, on voit qu'à travers le Green Deal européen, il y a des questions de neutralité carbone en Europe à horizon 2050. On peut se dire que ça va être compliqué à atteindre pour un certain nombre d'entreprises du secteur. Et donc, certains seraient tentés de shorter le pétrole à partir d'aujourd'hui en disant ils n'y arriveront pas en 2050, donc on ne prend pas de risque. D'autres auront une vision peut-être un peu plus pragmatique et diront effectivement à 2050 c'est compliqué, sauf qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer des énergies fossiles pour avoir l'énergie dont on a besoin. Et donc il y a peut-être un besoin de séquencer l'approche et de dire qu'à court terme, il y a peut-être certaines sociétés qui se comportent mieux que d'autres et qui méritent de rester dans les portefeuilles. Il y a peut-être à moyen terme des sociétés qu'il faudra exclure parce qu'elles n'auront pas pu évoluer. Et puis à long terme, on se reposera la question. Et donc ça, cette approche, cette temporalité, quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors c'est pareil dans le trading. Alors c'est bien beau d'aller trader des sociétés qui ont, je serais tenté de dire, des mauvais comportements ESG. Ça peut être bénéfique à court terme, mais ce que nous disent des investisseurs long terme, des fonds de pension notamment, ils nous disent si on ignore ces sociétés qui ont des bons comportements pour avoir un rendement un petit peu supérieur avec d'autres acteurs, ces sociétés ou ces moins bonnes sociétés vont disparaître de l'échiquier à terme et on n'aura plus rien vers quoi investir. Et donc, beaucoup essaient de promouvoir justement cet investissement qui rapporterait éventuellement peut-être un tout petit peu moins, mais ça ne veut pas dire un investissement qui perdrait de l'argent, mais ça veut dire avec des rendements peut-être moins importants que d'autres, mais beaucoup plus stables, puisque l'intérêt de l'investisseur long, c'est d'avoir toujours dans quoi investir dans les 10, 20, 30 années à venir. Et donc, avoir cette vision vraiment très court terme peut fonctionner, mais risque de pénaliser l'entièreté du marché à moyen et long terme. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez bien comprises en interne. Et dans un certain nombre de produits, ils ont accès à nos évaluations ESG et ils vont exclure de leur panier, de leurs produits structurés, de leurs produits dérivés, un certain nombre de stocks sur lesquels nous, on n'est pas confort d'un point de vue ESG, en disant que ce n'est pas forcément poussé vers la qualité, vers des sociétés qui seront encore là dans 10 ans, dans 20 ans, voire un petit peu plus loin. Ok, très clair, merci beaucoup. Moi, j'ai une question à vous poser plutôt macroéconomique, puisque vous aviez parlé tout à l'heure des initiatives européennes, etc. Oui. Moi, je voudrais du coup vous poser la question sur ce qui a été fait en Europe. Je parle bien des quotas de carbone, etc., le marché des quotas, qui, on le connaît très bien, a assez mal fonctionné. En 2013, par exemple, il y avait un surplus de 2 milliards de crédits carbone. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont échappé à cette réforme, à savoir les émissions de carbone de l'aviation, etc. Bref, en tout cas, moi, je pense que plutôt les députés européens, etc., le législateur ne veut pas justement pénaliser les entreprises et la productivité avec ces questions environnementales. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence internationale. Il y a une concurrence avec les Chinois, avec les Américains, et puis voilà. Et puis même Trump l'a dit lui-même quand il voulait sortir des accords de Paris que les Chinois ne font pas assez, par exemple. Donc ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que ces problèmes-là peuvent se régler, qu'on peut vraiment faire une action internationale coordonnée et que les États vont vraiment s'engager dans la défense du changement climatique, etc., même si ça peut coûter un petit peu aux entreprises. Ou bien, on peut continuer comme ça le greenwashing, je sais pas. Alors, deux choses. Il faut avoir raison, mais il ne faut pas avoir raison trop tôt. Et il faut surtout essayer d'avoir un consensus autour de ces idées pour que différents États adoptent leurs pratiques et que ça devienne un standard, on va dire, international. Fonctionner en stand-alone dans les économies de marché qu'on connaît, ça ne marche pas ou ça ne tiendra pas sur le long terme.
Donc, c'est pour ça que si on parle des initiatives européennes, on peut parler de tout ce qui est EU, UTS, etc. Mais moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est peut-être de revenir sur la taxonomie, le Green Deal. Et c'est quoi la taxonomie européenne? C'est juste définir quelles sont les entreprises, quels sont les secteurs, quelles sont les activités qui ont un impact positif ou moins positif, typiquement sur le changement climatique. On a vu les États-Unis, avec l'administration Biden, revenir dans les accords de Paris. On a vu dans le dernier plan chinois, des annonces ont été faites relativement fortes voilà, par rapport aux énergies fossiles et par rapport au charbon, etc. Même si c'est historiquement des gros producteurs, on va dire qu'il faut que ça avance de manière concertée, mais surtout avec des solutions techniques, c'est-à-dire de dire qu'on enlève quelque chose ou qu'on arrête de produire du charbon sans avoir d'alternative viable à un coût raisonnable, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ou les gens, ce qui a été reproché d'ailleurs à un certain nombre d'acteurs, c'est de dire vous avez fait votre révolution industrielle, vous avez transitionné de telle énergie vers telle autre énergie. On peut toujours se poser la question, est-ce que le nucléaire, c'est vert ou c'est pas vert? Ce n'est pas moi qui aurai la réponse. Et donc maintenant, vous imposez aux autres de faire ceci, cela. Ce n'est pas toujours la meilleure manière de faire. Les gens, je pense, commencent à comprendre un petit peu les impacts. On parle du changement climatique, mais plus proche de nous, on a parlé des pandémies. Si vous prenez les études du Forum économique mondial et vous regardez le mapping des risques, vous allez voir que tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est accès à l'eau, tout ce qui est pandémie, etc., c'est des sujets qui sont déjà abordés, mais pour lesquels on pensait qu'on avait du temps pour réagir, et c'est quelque chose qui nous toucherait dans X années, voire qu'on arriverait à maîtriser à travers des évolutions technologiques ou autres. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est que les gens ont une meilleure compréhension des enjeux. Ça ne veut pas dire que tout le monde est aligné, mais ça veut dire que les gens se posent des questions. Quel est l'impact de mon activité? Dans quelle manière je peux peut-être mieux me comporter? Et en bout de course, et vous avez dû voir des déclarations d'acteurs sur le marché type BlackRock avec la lettre de Larry Fink à tous les patrons de société, disant voilà, le changement climatique, c'est tout de suite et maintenant. Et ça va transpirer dans tous nos investissements, dans toutes nos décisions en tant que société de gestion, et à vous de vous préparer en tant qu'émetteur. Donc, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Voilà, je serais tenté de dire ça. Il faut déjà qu'il y ait un consensus, qu'il y ait une compréhension, qu'il y ait des solutions alternatives qui soient viables à des coûts économiques raisonnables. Et après, on arrive vers une meilleure intégration et une meilleure application de ces bons concepts voilà, dans la sphère financière. Pardon de répondre, mais la question c'est est-ce qu'on a vraiment le temps ou pas? Parce que, par exemple, pour l'anecdote, je peux parler d'un trader à Sion Capital qui était lui, par exemple, qui avait découvert un peu avant tout le monde la crise des subprimes, par exemple, hein, qui est Michael Burry, et qui, voilà, justement, après la crise des subprimes maintenant, il commence à investir dans une seule commodity, il commence à investir dans l'eau. Hein, donc, par exemple, pour cette personne-là, bah, il est conscient du risque climatique et que c'est vraiment très imminent et que peut-être on va pas avoir assez de temps pour s'adapter avec les gouvernements, avec les entreprises, etc., à ce changement climatique. Donc, est-ce qu'il faut plutôt le faire très rapidement, même si ça risque de brusquer les choses, ou bien vous pensez qu'on a encore un petit peu de temps pour essayer de changer tout ça? Alors, j'aimerais avoir une boule de cristal, malheureusement, je n'en ai pas. Donc, vous dire combien de temps il nous reste pour changer, quelle doivent être l'amplitude des changements, je ne pourrais pas forcément vous répondre sur cette question. J'avais perdu l'autre. Si on revient sur la thématique de l'eau, on a écrit dessus il y a quelques années en disant qu'effectivement, il y avait un vrai sujet par rapport à ça, et que la problématique de l'accès à l'eau et l'eau potable, parce que les gens nous disent mais la planète bleue, c'est 70% d'eau, il n'y a pas de problème, etc. Sauf que ce n'est pas de l'eau de la qualité dont on a besoin à l'endroit où on en a besoin. Et certaines projections, et pas forcément les plus alarmistes, nous disent que d'ici 2030, il y aura à peu près 30 à 40% de la population mondiale qui va vivre dans des zones avec un stress hydrique plus ou moins important. Et on ne parle pas de désert ou de choses comme ça. Je vous parle des États-Unis, je vous parle d'une partie de l'Inde, je vous parle d'une partie de la Chine, etc. Donc, c'est quand même des grosses économies. Donc, nous, on donne les signaux, on donne quelque part les méthodes, on positionne des sociétés qui pourraient bénéficier quelque part des besoins à venir. On voit que ça se concrétise
déjà un certain nombre de niveaux. Mais après, il y a quand même les décideurs, il y a quand même les régulateurs qui ont leur rôle à jouer dans tout ça. Nous, on n'a qu'un rôle de conseil avec notre petite lorgnière, entre guillemets, et aux gens de nous écouter. Plus on sera nombreux, plus les gens auront conscience. Ah ben, je pense que plus la réglementation évoluera et plus ça deviendra compliqué. Pour vous donner un exemple, là encore, j'ai deux de mes collègues qui sont basés en Inde, à Bangalore, et qui nous disent plusieurs mois dans l'année, il faut aller on a des coupures d'eau, on a des restrictions d'utilisation, etc., etc. Alors, c'est des choses qui sont peut-être pas connues dans nos pays développés ou pas de cette manière, ou qu'on a 3 coupures d'eau dans l'année ou des restrictions d'arroser son jardin, ou pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine, de la remplir. Voilà, on leur demande de ne pas le faire. C'est presque anecdotique. Quand c'est vraiment de l'eau pour pouvoir boire, se laver et pour des besoins vitaux, ça prend une toute autre dimension. Donc, je pense que cette urgence n'est pas portée de la même manière en fonction des pays et qu'on a sans doute un prisme, on va dire, européen, où on estime que l'eau potable, c'est une commodité, ça doit être quasi gratuit et illimité. C'est clairement pas la réalité un petit peu partout. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en perspective à travers nos publications, et c'est en mettant les uns après les autres ces différents sujets que les consciences, que l'intérêt change, et nous, on peut en témoigner de manière très directe, parce qu'effectivement, on voit l'intérêt sur ces sujets depuis les 10-15 dernières années est juste exponentiel. Merci, monsieur, pour votre réponse. Maintenant, j'ai une question du chat, si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie. D'accord. Que pensez-vous de l'avenir des crypto-monnaies? Peuvent-elles concurrencer les monnaies nationales, surtout lorsqu'on voit les effets négatifs sur l'environnement du minage du Bitcoin? Alors, c'est une très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, effectivement, on nous dit les crypto-monnaies, d'un point de vue pollution numérique, c'est pas terrible. Voilà, par rapport à de la monnaie traditionnelle. D'un autre côté, on peut se poser la même question sur l'or et sur tout ce qui est mining, activité de mining et impact environnemental. Est-ce que l'une va supplanter l'autre? Honnêtement, je ne sais pas. J'aurais un avis peut-être personnel, mais sans aucune assurance qu'il soit le bon, mais c'est clairement des questions à se poser, et à mon avis aussi au niveau du régulateur, c'est-à-dire laisser comme ça des bêtes un peu protéiformes se développer de manière alternative et spéculative surtout. Je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il faut peut-être réguler d'une autre manière et qu'il y ait un minimum de contrôle sur qui fait quoi avec. Voilà. C'est sûr, une sorte de régulation pour pas que ça aille trop loin. Voilà. D'accord. Exactement. Merci pour la réponse. Ok, je m'introduis. Je voulais parler de quelque chose, en fait, parce que je sais du coup que Société Générale est liée à Lyxor, et je fais des investissements. Pour moi, c'est beaucoup important, c'est vraiment important, d'investissement éthique, qui a été un peu défini par aussi l'Union européenne, pour donner un peu une base aussi législative pour comprendre mieux ce qui c'est. Mais en fait, j'ai analysé un des produits de Lyxor. C'est un particulier, c'est un ETF. Et je voulais dire quelque chose, parce que parfois, derrière le mot d'investissement durable, se cache de mini-pièges réglementés par des lois mondiales acceptées, et parfois c'est un peu de l'hypocrisie, je pense. Par exemple, j'ai analysé cet ETF, comme je dis, de Lyxor. C'est dans New Energy, je le code dans le cas. Et il dit d'être du coup un investissement ESG, relatif aux énergies renouvelables et durables, avec des excellentes performances en plus, je veux dire. L'indice de référence est Hampshire World. Et du coup, ils disent de ne pas investir, par exemple, dans alcool, tabac et armes, et de ne pas inclure du nucléaire, de l'énergie nucléaire.
Et effectivement, si on regarde à travers des plateformes comme Morningstar, des choses comme ça, il y a pas de pourcentage d'investissement en ça. Mais sur la page Internet officielle de Lyxor, si on va regarder exactement ces produits en particulier, on peut voir qu'il y a en fait de pourcentage d'investissement dans du coup alcool, gambling, nuclear power, avec plus de 4,5%, et tabac et weapons. Du coup, ouais, c'est un peu… Non, mais il n'y a pas de souci, je vais vous répondre. Alors, moi, je ne suis pas là pour défendre Lyxor. Là encore, nous, on est indépendants par rapport à la Je vois, société de absolument. gestion. Et je ne vais pas plus parler de Lyxor que de quelqu'un d'autre. Juste dans l'absolu, quand on prend des décisions d'investissement ou d'exclusion, en l'occurrence, si on parle d'investissement éthique, on va se fixer un certain nombre de critères. Donc, armement, tabac, alcool, c'est des choses assez classiques. Mais peut se poser la question, quand on va parler de players internationaux, de multinationales qui ne sont pas monoproduits, je serais tenté de dire, mais qui ont une exposition dans l'armement et autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a des constructeurs bien connus de roues en France, voilà, qui ont des roues qui vont équiper des chars d'assaut. Et donc, certains vont dire, ah ben non, ce producteur est impacté dans l'armement parce qu'aujourd'hui, pour faire un char, il y a besoin de roues et c'est lui qui fournit les roues ou c'est lui qui va fournir les vitres par balle, etc., etc. Quand vous prenez des sociétés comme General Electric, ils ont des expositions dans des centaines et des centaines d'activités différentes. Alors, ce n'est pas leur core business, mais il peut avoir 0,1%, 1%, 2% dans telle ou telle activité. Quand vous prenez les chaînes de télévision, c'est pareil. Vous pouvez avoir directement ou indirectement quelque chose qui peut être lié à la pornographie, qui peut être lié au jeu, qui peut être lié à quelque chose, même si ça représente une partie relativement faible. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut être très clair sur les principes. Est-ce que c'est une exclusion absolue des pure players ou est-ce que c'est une exclusion relative en disant on ne veut pas un pourcentage supérieur à, je dis n'importe quoi, 3%, 5% de l'activité ou X% du turnover de la boîte. C'est comme ça aussi que ça s'exprime. Et c'est pour ça que quand on prend des indices avec des bases très larges de sociétés, et c'est ce qui est le cas de temps en temps dans des ETF, on arrive à avoir des noms qui ressortent, non pas à travers leur activité principale, mais à travers, on va dire, des activités secondaires ou tertiaires ou de très faibles expositions. Voilà. Et donc, après, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faudrait arriver à dire, c'est faire des exclusions dans l'absolu par rapport à des thématiques et afficher des pourcentages équivalents à zéro. Mais ça veut dire, si on se compare à des indices existants aujourd'hui, exclure beaucoup plus de sociétés que ce n'est le cas. Ok, en fait, c'est la demande qu'il y a derrière, c'est est-ce que ces types d'investissement arrivent vraiment à combiner l'idée d'épargner et d'investir avec celle de la responsabilité envers notre planète et notre société? Je vais vous dire que oui, si on se remet 10 ans en arrière, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas du tout ces produits. Alors, je ne dis pas que c'est les produits. Et d'ailleurs, si vous parlez de Lyxor, ils ont lancé une initiative très récemment où ils mesurent la température des portefeuilles par rapport aux indices. Donc, si on a envie d'aller encore plus loin dans le changement climatique, ils ont fait une méthodologie très innovante. Vous retrouverez ça sur Internet assez facilement. Et vous allez voir qu'il y a des équipes qui sont motivées, il y a un management qui est motivé. Et on essaie d'avancer aussi avec les outils qu'on a aujourd'hui. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur la temporalité des critères ESG, je serais tenté de vous le dire, ça s'applique aussi côté investissement, où quelque part, on a envie d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort que ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui. On est quand même très lié à la donnée brute de base communiquée par les entreprises pour intégrer ces facteurs, qui n'est pas toujours de qualité suffisante. Donc, on parle toujours, on a quelques exemples de bons élèves, mais si on a envie d'avoir des univers globaux, si on a envie de discuter de tous les sujets, il nous faut avoir de la donnée de qualité sous-jacente de manière systématique. Et là, on peine encore à l'avoir aujourd'hui. C'est pour ça que cet élan de normalisation, vous avez sans doute vu que Bloomberg se lance vers beaucoup plus de transparence. S&P, qui est une agence de rating crédit, a annoncé hier qu'elle mettait à disposition ses ratings ESG des émetteurs corporate qui couvrent. MSCI, qui est une autre agence de rating extra-financière, a fait de même il y a déjà plusieurs mois de cela. Donc,
plus on ira vers la transparence, plus ce sera facile parce que les gens comprendront les tenants aboutissants et seront d'accord de ne pas aller dans telle activité qui, certes, peut générer de la surperformance à court terme, mais qui risque de coûter cher à la planète et à notre environnement. Merci, j'ai vraiment apprécié la réponse. Moi, j'avais une... Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Existe-t-il des mesures d'allègement au niveau de la réglementation financière pour les green investisseurs? Et est-ce que vous pensez que ces mesures-là pourraient booster les investissements dans la finance verte? Oui, oui et oui. Alors, on attend. On peut parler des green bonds si on a envie de changer de classe d'actifs et pas rester que sur l'equity. Aujourd'hui, émettre un green bond, ça coûte plus cher qu'un bond classique. Pourquoi? Parce qu'il faut un tiers garant, il faut identifier les projets, il faut mettre l'argent sur un compte ségrégué, il faut faire un reporting sur une base annuelle et tout ça, c'est des frais supplémentaires. Et aujourd'hui, un green bond se trade au même prix qu'une émission classique. Et donc, les émetteurs nous disent, mais que tout le monde y mette du sien, nous, on va faire des efforts d'un point de vue transparence et peut-être que si le rendement était un petit peu plus bas, voilà, chacun aurait fait sa part du marché. On n'y est pas encore, mais c'est des idées qui circulent. On a vu qu'il y a déjà eu des efforts qui ont été faits, notamment au niveau de l'épargne salariale, où il y a une obligation qui a été faite aux entreprises de proposer au moins un fonds ISR, et certains en proposent plusieurs. On voit que l'accessibilité au niveau du retail de l'investissement responsable commence à prendre forme. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était principalement les fonds de pension et les banques privées qui traitaient et qui avaient ce type de produit, et qu'aujourd'hui, ça arrive au niveau du retail. Donc, on voit un certain nombre d'initiatives. On voit des fonds, alors c'est un petit peu autre chose, ce n'est pas vraiment d'ISR, mais des fonds solidaires ou des fonds de partage qui marchent bien aussi, où l'investisseur accepte d'avoir un rendement moindre et de financer ou de soutenir telle ou telle action ou activité. Donc, il y a des mécanismes un peu hybrides qui sont en train de se mettre en place et qui ont des échos plutôt positifs. Mais clairement, si demain, côté fiscalité ou côté pricing, il y avait une vraie incentive côté ESG, c'est clair que ça boosterait le marché encore plus rapidement. Ok, merci pour votre réponse. Ouais, moi, j'avais juste une dernière fin de question. Comment, finalement, avec tout ce que vous avez dit et tous les entraves qu'il y a à faire des investissements, enfin, pas les entraves vraiment, mais des obstacles un peu aux investissements ESG, comment on définit aujourd'hui finalement un investissement ESG quand on sait qu'il y a encore énormément d'entreprises polluantes? Donc, alors, ça ne se limite pas à la pollution. Alors, ça ne se limite pas à la pollution. Mais la pollution dans son sens le plus large. C'est ça que je veux dire par là. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est une trajectoire. C'est une amélioration, c'est un momentum, c'est une prise de conscience. Ce qu'on disait tout à l'heure, doing good and doing well, ce n'est pas 100% ESG et 0% performance financière. C'est comment est-ce qu'on arrive à combiner les deux. Et donc, je ne dis pas qu'il faut faire des arbitrages, mais il faut prendre en considération le rythme d'amélioration des choses. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Donc, on parlait tout à l'heure des sociétés pétrolières. Gardez en tête que ce sont celles qui investissent le plus côté R&D vers les énergies renouvelables. Donc, c'est sympa de dire qu'elles ne sont pas bien et qu'il faut désinvestir, mais on risque de perdre en bout de chaîne justement des avancées scientifiques qui ne seraient pas réalisées par ailleurs. Donc, voilà, quand on parle de pollution liée à telle ou telle entreprise ou tel et tel secteur d'activité, nous, on pousse au dialogue pour comprendre et discuter avec elles pour savoir quel est leur positionnement. Il y a tout un tas d'initiatives. Voilà, quand on parle des accords de Paris, de trajectoire de degrés, etc., on attend de savoir ce que les sociétés ont à nous répondre par rapport à ça et comment elles ont envie de se positionner. Et il est clair que les sociétés les mieux disantes seront celles qui seront privilégiées à la fois par les réglementations et à la fois par les investisseurs. Donc, si on parle de taxonomie verte, notamment, il y a un certain nombre de secteurs qui ont été identifiés comme ayant un impact positif sur le changement climatique. On voit que c'est une thématique qui a de l'écho dans la société aujourd'hui et donc qui va driver de l'investissement. Et donc, à chacun de se positionner par rapport à ses convictions et en essayant de gérer à la fois les impacts divers et la performance financière.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup Yannick. Alors cette conférence touche à sa fin. Merci beaucoup à toi Yannick Waknin pour ta présence ce soir et le temps accordé Plaisir. aux étudiants. Et merci du coup aux étudiants des économistes de la Sorbonne et de Alliance Panthéon-Sorbonne pour leurs questions. Et pour le Board of Students du Technofrance, on se retrouve le 24 février pour une conférence avec Kobe Rubinstein, le vice-président de la R&D du Ternium. Merci à tous. Bonne soirée. Également À vous bientôt. remercier de la part des économistes de la Sorbonne. Et nous vous invitons demain, on a une conférence avec Alain Clos sur la FinTech. Donc, je vous invite à venir regarder notre conférence. Encore une dernière fois, merci, Monsieur Waknin, d'être présent et d'être venu répondre à nos questions. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée, merci Au revoir. beaucoup. Merci.